Salam alaikum, Azul, bonsoir. La 33e session du Conseil des droits de l'homme, qui se tient au Palais des Nations à Genève, a été ouverte le 13 septembre et sera tenue jusqu'au 30 septembre 2016 au même Palais des Nations. L'ordre du jour est du vrai réchauffé, en fait. Tout ce beau monde va encore parler en long, en large et de travers sur des situations tragiques concernant plusieurs pays où les êtres humains sont réduits en charpie généralement. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'une épine de rose pourrait faire hurler de douleur et sur lesquels on déverse des milliers de tonnes de fer et de feu, que leur régime broie littéralement, qu'ils enlèvent, qu'ils séquestrent, qu'ils torturent, qu'ils violent, qu'ils assassinent, pendant que des diplomates internationaux, enrobés de leurs costumes impeccables, déblatèrent sur la légalité des procédures, sur les protocoles qu'il convient de mettre en place, sur les chicanes et les arguties juridiques. On va encore parler droits de l'homme, clouer des régimes et des États sur le pilori onusien et surtout faire des recommandations. Et d'autres qui resteront lettres mortes, bien sûr, comme celles qui les ont précédées et comme celles qui ont précédé toutes les autres. Et ça va être une débauche de dialogue interactif, comme ils disent, des exhortations vibrantes de mots creux à respecter le droit international et les droits de l'homme, qui seront comme d'amples coups d'épée dans l'eau. Les menaces de poursuites pénales à l'international sur les régimes qui passent leur peuple à la moulinette n'auront pas plus d'effet qu'une piqûre de moustique sur un pachyderme. En fait, et pour dire les choses, il ne faudra pas trop espérer quoi que ce soit de décisif de ce machin onusien où le protocolaire, l'obséquieux, les ronds de jambes et les effets de manche semblent être plus importants que la barbarie qui se déchaîne contre des millions de personnes en situation de détresse, en situation de faiblesse et qui ne peuvent pas se défendre. Mais au-delà de cette cérémonie de pure forme, c'est le thème même des droits de l'homme qui nous interpelle. D'abord, qu'est-ce que les droits de l'homme? Qui les a définis, voire qui les a imposés tels qu'ils se déclinent aujourd'hui? Et pourquoi ces puissances occidentales dans les sociétés desquelles ces droits sont un tant soit peu respectés, observés, commettent-elles elles-mêmes de très graves prédations sur le droit de milliards de gens, ceux qui vivent dans les pays les plus pauvres de la planète? Enfin, quand je dis les pays les plus pauvres, j'entends les pays qui ont été maintenus dans un état chronique de pauvreté et de misère par des dirigeants qui sont souvent imposés par ces mêmes puissances occidentales qui font la leçon au monde entier. D'autres questions existentielles, j'allais dire, surgissent d'elles-mêmes. Pourquoi les droits de l'homme semblent-ils si importants alors qu'ils sont violés avec autant d'impunité? Pourquoi leur simple évocation dérange au plus haut point dans ces pays où des régimes mafiocrates ont confisqué les volontés populaires? Pourquoi dans ces mêmes sociétés les gens devraient se battre pour recouvrer ces droits? Ils devraient se battre pour recouvrer ces droits. Sont-ils si indifférents quand cette question est évoquée devant eux? Ont-ils été conditionnés pour ne pas s'y intéresser ou n'ont-ils aucune idée de toute l'importance que ces droits représentent dans ce qu'aurait dû être leur vie? Une vie où la sécurité et la dignité auraient dû aller de soi, j'allais dire. Autant de questions que nous poserons à nos invités. Aujourd'hui. Tribune de Genève. À Genève, la session des droits de l'homme aura un goût amer. Par Alain Jourdan. Jeune Afrique. Droits de l'homme, l'ONU déplore le manque de coopération croissant des États. Centre d'actualité de l'ONU. Le chef des droits de l'homme de l'ONU, préoccupé par le manque croissant de coopération des États membres.
Avec nous aujourd'hui pour en parler, Nordin Ahmin. Nordin Ahmin, vous êtes avocat et connu en Algérie pour être un fervent défenseur des droits de l'homme. Vous avez vous-même été inquiété par le régime pour certaines de vos positions aux côtés des citoyens victimes d'abus. Nordin Benissad, vous êtes avocat, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et vous êtes connu pour vous impliquer fortement dans ce chapitre, j'allais dire. Christophe Oberlin, vous êtes professeur de médecine, chirurgien français, militant actif pour la cause palestinienne. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres où vous traitez de la question palestinienne et je signale pour l'occasion, puisque nous traitons aujourd'hui des droits de l'homme, que l'un de vos livres, paru en 2014, traite de la violation des droits de l'homme en Palestine, Le chemin de la cour, paru chez Éric Bonnier. Rachid Mesli, vous êtes avocat, membre de la fondation Al-Karama, défenseur des droits de l'homme. Vous avez vous-même été persécuté, emprisonné pendant de longues années par le régime algérien. Nordin Ahmin, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Si Djamaldine, encore une fois. C'est avec plaisir que je participe à votre émission. Merci. Alors, Nordin Ahmin, les droits de l'homme en Algérie tout particulièrement, où le régime semble maintenant jouer sur du velours. Il n'est plus dérangé par quoi que ce soit. Ni par les condamnations, ni par les recommandations, ni par les scandales, ni par les témoignages, ni... c'est quoi? Pourquoi est-il aussi blindé? Pourquoi n'avons-nous jamais assisté à ne serait-ce qu'un petit tressaillement de sa part? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce constat. En effet, c'est un constat amer, un constat douloureux, un constat vraiment inquiétant d'ailleurs. C'est très très inquiétant. C'est la situation que vit en Algérie actuellement en matière de droits de l'homme. On va de dégradation en dégradation. C'est devenu même, on va dans le sens même de considérer tout militant des droits de l'homme comme un paria, comme vraiment quelque chose de négatif, comme quelqu'un qui profite, comme quelqu'un qui est là, même je dirais, je ne sais pas, l'ennemi de la nation. On le présente comme étant quelqu'un contre les intérêts du pays, il travaille pour des forces obscures, ainsi de suite. Et ça va de plus en plus, cette idée. Bon, heureusement que la société ne perçoit pas les choses comme ça, de par mon expérience sur le terrain. Heureusement que les réactions des uns et des autres de nos concitoyens, c'est des réactions très, très positives. Mais officiellement, ce qui se dégage à travers les médias du pouvoir, à travers une certaine publicité, un certain discours et tout, voilà, et là, il joue sur du velours, en effet. Vous savez pourquoi? Il joue sur la situation, c'est-à-dire la conjoncture actuelle internationale, il est tellement favorable qu'il joue vraiment sur du velours, c'est-à-dire, attention, si voilà, vous avez la situation au Moyen-Orient, vous voyez ce qui se passe en Syrie, en Libye et tout. Donc voilà, si vous me touchez, vous aurez toute la région qui sera embrasée. À l'intérieur, c'est la même chose, c'est le même discours. Attention, si vous persistez dans cette voie, la voie de la dignité humaine. Et finalement, l'idée elle-même des droits de l'homme, c'est la dignité, elle est inhérente dignité humaine. C'est défendre les droits de l'homme, c'est défendre la dignité humaine, de l'être humain, de l'individu, des membres de la famille, de la société humaine. Voilà, c'est ça malheureusement le constat qu'on fait actuellement. Mais il faut faire avec, on continue bien sûr à défendre les droits de l'homme, à défendre tous les opprimés. Expliquez-nous un peu pourquoi. C'est dans les pays comme le nôtre, où les droits de l'homme sont le plus souvent violés,
que les sociétés sont indifférentes à ces questions, qui les concernent pourtant au plus haut point. Pourquoi? Est-ce que c'est l'effet du conditionnement des foules, du sous-développement civique et culturel? Qu'est-ce qui explique cette indifférence des gens pour leurs propres droits? Bon, l'indifférence, vous savez, actuellement, certes, il y a une catégorie de la société, une catégorie de citoyens qui sont touchés par ces violations, cette avalanche de violations des droits de l'homme, mais l'ensemble de la société, vous savez, le pouvoir a su comment tirer en quelque sorte profit d'une certaine situation à un moment donné. Donc on est sur cette lancée. Donc la société elle est dans la continuité de l'achat de la paix sociale et tout. Donc, bien sûr, en même temps, le pouvoir a tout fait, le régime a tout fait pour étouffer toute revendication, toute action dans le sens de la revendication, dans le sens des droits de l'homme. Et là, il a mis les moyens. Les moyens, c'est des moyens énormes, des moyens financiers, des moyens de la justice entre ses mains. Carrément, ces derniers temps, de plus en plus, il y a la dépendance de la justice, de plus en plus. Il y a une dépendance totale. Donc ces moyens-là, ces moyens de l'État, le pouvoir les utilise à fond. Et là, bien sûr, tout en menant une politique, ça ne favorise pas un certain épanouissement de la société pour être conscient. Il faut un certain, je ne sais pas, un certain travail et tout. Ce travail-là, le pouvoir fait tout pour le casser et le saboter et bien sûr le tuer dans l'œuf, comme ça, il n'aura pas à s'inquiéter. Et mais quand même, on a une part de responsabilité, c'est-à-dire la société a une grande part de la société, et même, je dirais une certaine catégorie de ceux qui se disent militants des droits de l'homme et tout, malheureusement, c'est vrai. Justement, restez avec nous, Nordine Ahmed. Nordine Ben Saad, merci d'être avec nous. C'est moi, monsieur Sijamat, c'est moi. Merci. Alors, tout à l'heure, j'ai posté sur ma page Facebook l'avis de l'émission. J'annonce chaque fois qu'il y a une émission à telle heure sur tel sujet avec tels invités. Et donc, généralement, les gens commentent, parfois par dizaines. Or, cette fois-ci, les gens se désintéressent totalement. Il y a à peine eu quelques commentaires sur le post. Donc ce n'est pas le simple kidam qui, à la limite, on aurait pu dire il a été conditionné par la propagande, analphabétisme. En fait, même les lettrés, même les élites qui fréquentent les réseaux sociaux semblent se désintéresser de cette question des droits de l'homme qui est pourtant cruciale pour le moins. Merci Sijaman pour l'invitation et je salue au passage donc vos invités, mes amis et confrères c'est Rachid, c'est Nordine et puis le quatrième invité, je m'excuse, j'ai pas retrouvé. Professeur Oberlin, Christophe Oberlin. Professeur Oberlin et bonsoir aux auditeurs. Merci. Vous savez, Sijaman, vous posez une question pertinente. Hein. Parce que si on regarde donc la question des droits de l'homme en Algérie, je suis tenté donc de l'associer à la situation de la démocratie en Algérie. Je suis tenté de dire qu'il est plus facile aujourd'hui de défendre les droits de l'homme dans un pays où il y a une démocratie achevée entre guillemets que dans des régimes autoritaires et voire dictatoriaux. Vous savez, aujourd'hui, vous avez fait le constat, je ne vais pas revenir sur le constat. Le discours dominant aujourd'hui, le discours politique, dans plusieurs courants politiques aujourd'hui, culturels, en Algérie, parce qu'on a tendance à dire le pouvoir, etc. C'est vrai, même dans une démocratie, se repose uniquement sur le pouvoir des juges pour garantir les libertés, ce n'est pas la voie respectable. Le respect des droits de l'homme dépend aussi de la capacité du citoyen à se mobiliser pour les défendre et à les transformer en code civil.
je disais le discours ambiant, le discours dominant de plusieurs courants politiques et culturels aujourd'hui en Algérie joue un rôle d'entrave au développement de la culture des droits de l'homme. Il y a une sorte de suspicion, de doute, parce que c'est un concept qui est associé à l'Occident. Pourtant, à mon avis, à mon humble avis, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est vrai qu'elle s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale, mais je crois que c'était un résumé, même si c'est des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui ont construit ce concept, mais à mon avis, c'est un résumé de l'histoire de l'humanité. Parce que quand on voit le droit à la vie, le droit à la participation à la vie politique, le droit à la santé, le droit à la démocratie, le droit à la dignité humaine, je pense que c'est des valeurs humaines où tout le monde peut se reconnaître. Et malheureusement, les États post-indépendants, elle s'est inspirée dans un premier temps de cette culture des droits de l'homme, puisque, vous savez, la lutte contre le colonialisme, on a eu tendance, même dans l'histoire officielle d'Algérie, à glorifier le fait militaire, mais on a complètement oublié, on a complètement occulté de l'histoire officielle algérienne et dans beaucoup d'autres pays, parce que les États nationaux ont échoué dans la construction de la démocratie et d'incruster la culture des droits de l'homme. Et donc je disais que les mouvements de libération, du moins les élites, ont utilisé ces concepts des droits de l'homme, donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à la liberté, le droit de récupérer les richesses nationales, l'égalité, l'éducation, etc. Malheureusement, ça a été après l'indépendance, toute une instrumentalisation de ce concept, parce que c'est un concept où on associe l'impérialisme, le colonialisme et l'hégémonie et aussi la spécificité culturelle. Donc c'est une situation... c'est une sorte de fonds de commerce quasi idéologique. Parce qu'il y a à la fois une soif à la participation politique, une soif à la démocratie, une soif à l'éducation, une soif à la répartition équitable des richesses, à la santé, à la démocratie. Mais justement, Nordine Ben Said. Un discours dominant. Nordine Ben Said, excusez-moi de vous interrompre. Nordine Ben Said, est-ce que vous m'entendez? Tout le temps contre le concept des droits de l'homme. Nordine Ben Said, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais justement, à ce sujet que vous venez d'évoquer, est-ce que nous pouvons dire que, parce que généralement on a une idée des droits de l'homme dans l'opinion publique, comme ça, une sorte d'idée préconçue que les droits de l'homme c'est uniquement ne pas se faire torturer, ne pas se faire arrêter, ne pas se faire exécuter sur le bas-côté des routes, que ça s'arrête là. Mais est-ce que nous pouvons dire que les autres violations des droits des citoyens, comme ceux des handicapés, des malades, des orphelins, des chômeurs, des non-logés ou des mal-logés, de ceux qui n'ont pas accès à l'eau, aux soins, à l'école, sont aussi des violations des droits de l'homme? Est-ce que nous pouvons le dire? Tout à fait, si jamais. Tout à fait, mais je suis en train de vous expliquer parce qu'en fait, en soulevant ces spécificités culturelles, en soulevant le fait qu'il y a une hégémonie, donc le concept en lui-même est associé à l'impérialisme, associé au colonialisme, associé à l'Occident. Donc on occulte tout à fait dans la société. Il y a une violence de la société vis-à-vis des femmes. Imaginez-vous comment construire une société unijambiste avec aujourd'hui sur 40 millions d'habitants à peu près, nous avons plus de 22 millions de femmes. Comment construire une société en laissant en marge la moitié de la société? Sur les droits des minorités religieuses, les problèmes des réfugiés, les problèmes des migrants, les problèmes des droits des enfants. Donc tout ça, ces spécificités culturelles sont instrumentalisées justement, et il y a
tous des courants politiques, des courants culturels à travers les appareils, avec le relais des appareils idéologiques de l'État, qui font que dans la société, indépendamment donc, du fait que, bien sûr, elle a la responsabilité de pouvoir, parce que les droits de l'homme aussi, c'est un travail de pédagogie à travers l'école, à travers l'université, à travers apprendre à nos enfants à être tolérants. C'est toutes des valeurs que on sème dans la société. Donc effectivement, il n'y a pas de volonté politique, mais le pouvoir aussi instrumentalise tous ces courants politiques pour ne pas faire avancer cette cause. Et après, je vais vous dire si je l'aime. C'est-à-dire qu'on a tendance à blâmer les autres. C'est toujours les tyrans, les hégémonies, les autres sont maléfiques, nous sommes victimes. Et c'est un discours qui marche dans la société parce que, en fait, il tend à exonérer la société de ses responsabilités face à notre tragédie. C'est-à-dire que nos responsabilités face à nos malheurs, face à nos problèmes, c'est toujours les autres, c'est toujours l'autre. Et l'autre, bien entendu, il est assimilé à l'Occident. Et donc, on essaie de s'exonérer de leurs responsabilités. Restez avec nous, Nordine Benissad. Professeur Oberlin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous en Skype. Bonsoir. Alors, vous en connaissez un bout en matière de violation des droits de l'homme, hein, votre parcours de militantisme en faveur de la Palestine vous a permis d'en voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. Oui, alors d'abord, ce que je voudrais dire, je n'ai pas la compétence des autres invités qui sont sur ce plateau ce soir. Je ne suis pas avocat, mais je représente un petit peu finalement celui dont vous déploriez l'absence tout à l'heure en disant que eh bien, les citoyens ordinaires ne se préoccupent plus des droits de l'homme, ils s'en occupent moins, ils sont moins présents. Ceci, c'est vrai sur le plan de l'expression, mais pas sur le plan du fond. Sur le plan de l'expression, il est clair que les citoyens sont lassés, un peu comme ils sont lassés de la politique, ils sont lassés de ces droits de l'homme qui sont bafoués en permanence et pour lesquels ceux qui ont un véritable pouvoir eh bien, sont incapables d'agir. Alors vous parliez tout à l'heure de l'ONU. L'ONU a toute une série d'organismes et pardonnez-moi mes amis avocats, mais j'ai commis un petit livre justement qui avait pour but eh bien, d'enseigner aux citoyens ordinaires comme moi des éléments de droit qui sont utiles à la discussion et qui sont utiles à la lutte pour les droits de l'homme. Alors, vu du point de vue de Gaza, puisque je suis un familier de la Palestine, eh bien, l'ONU, il n'y a pas que du mauvais, mais il n'y a pas que du bon. Il y a du bon en ce sens que la plupart des têtes couronnées aujourd'hui eh bien, sont sorties des écoles de l'UNRWA. Un de vos interlocuteurs tout à l'heure évoquait le droit à l'éducation. Eh bien, les Nations Unies, dans les pays en guerre, auprès des réfugiés, eh bien, ont un travail considérable. L'Assemblée générale, aujourd'hui, représente les États, mais vous savez très bien qu'en ce qui concerne les droits de l'homme, il y a le mot droit, et le droit ne s'applique que lorsqu'il y a une police pour faire respecter ce droit. Or, cette police, eh bien, on a beaucoup de mal à la voir apparaître. Le Conseil de sécurité mériterait évidemment une réforme profonde, pour ne citer que le droit de veto de la France, qui représente 1% de la population mondiale. Ce n'est évidemment pas juste. Alors, dans tout ça, il y a quand même un espoir. C'est la Cour pénale internationale qui est une espèce de satellite qui s'est détaché de l'ONU, qui a son autonomie et qui a un pouvoir très important et de plus en plus important, et d'ailleurs qui menace Israël, puisque vous savez que des investigations sont en train d'être ouvertes concernant les crimes de guerre qui ont eu lieu pendant l'année 2014. Alors, vous évoquiez aussi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Là, malheureusement, si vous voulez, c'est une structure de beaucoup plus faible amplitude, qui n'a qu'une valeur déclarative, explicative, qui a des moyens d'investigation extrêmement faibles. Et d'ailleurs, lorsque vous m'en avez parlé tout à l'heure, eh bien, j'ai pensé à un texte que je vous présente ici, et qui est une lettre qui avait été adressée en 2015, à la suite, en février 2015, bien février exactement,
qui avait été envoyé par la personne qui, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, était chargée de faire un rapport à l'Assemblée générale sur la guerre de 2014. Il s'agit de Mary McGowan Davis. Et Mary McGowan Davis, dans une lettre du 20 février, une lettre de 2 pages, demandait tout simplement à l'administration de Gaza l'organigramme de ses forces armées pendant la guerre de 2014 et toute une série de questions qui étaient des questions à charge sur le thème « Qu'est-ce que vous avez fait pour protéger vos populations civiles ? Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter qu'il y ait des exécutions sommaires ?» Autrement dit, c'était un texte entièrement à charge et on demandait à M. Haniyeh de répondre dans les 10 jours puisque le rapport devait être rendu ou publié en tout cas le 1er mars. On voit, si vous voulez, que ce Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en fonction de la personne qui est en charge de certains dossiers, est d'une qualité très variable. Alors il y a eu des conseillers, bien entendu, historiquement charismatiques, comme Jean Ziegler, qui a fait beaucoup d'efforts en communiquant, en écrivant des livres, en faisant des conférences. Mais tout ça, finalement, face à des crimes de guerre, c'est quelque chose qui est de peu de poids. Donc ce que demandent aujourd'hui les citoyens, et c'est pour ça qu'ils se découragent, c'est pour ça qu'ils sont moins visibles à votre sens, c'est que le droit fonctionne en droit. Et en ce qui concerne les crimes de guerre, c'est que les États prennent leurs responsabilités. Concernant le dossier palestinien, ce n'est pas aux associations de droits de l'homme de porter des dossiers devant la Cour pénale internationale. Ces associations apportent des éléments de preuve qui vont être utilisés le jour du procès, mais ce sont aux États de prendre la responsabilité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'État palestinien, puisqu'il existe, a déposé toujours aucune plainte auprès de la Cour pénale internationale. Et la procureure a bien des difficultés politiques en se disant, si je n'obtiens ni... Christophe Oberlin, je vais me permettre de vous interrompre. Il y a comme des coupures. Vous allez rester avec nous en Skype et nous allons vous appeler au téléphone. Comme ça, on aura les deux et on vous entendra mieux. Je reviens à vous dans un instant. Je reçois Rachid Mesli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Jamal, je vous remercie également pour votre invitation et je saisis cette occasion pour vous saluer vos téléspectateurs et saluer également vos invités qui font parfois un travail remarquable sur le terrain en matière de défense des droits de l'homme. Oui. Alors, Rachid Mesli, je vous remercie. Rachid Mesli, d'abord, quelques mots sur cette 33e session du Conseil des droits de l'homme. Oui, alors voilà, pour cette 33e session qui vient de s'ouvrir, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, il ne faudrait pas s'attendre à beaucoup de nouveautés. Il n'y a pas de thème... exceptionnels qui vont être abordés en dehors de la question de la Syrie probablement. Mais je trouve quand même que vous avez été assez sévère avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Quand j'ai dit que c'était un machin oui, oui, l'ONU, oui. Évidemment, il a ses limites, le Conseil des droits de l'homme qui a remplacé l'antique commission en raison de sa politisation qui était très contestée à l'époque par de nombreux pays, n'a pas fait mieux que cette commission en fait. Et certaines des critiques qui sont formulées sont totalement justifiées. Mais il faut quand même rappeler que l'ONU a mis en place un système de défense et de protection et de promotion des droits de l'homme depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, qui a au moins le mérite d'exister. On peut aujourd'hui se demander ce que serait la situation des droits de l'homme dans le monde sans l'ONU. Mais Rachid Mesli, je m'excuse, Rachid Mesli, je veux me justifier, je veux justifier ce que j'ai dit. En fait, si on s'en tient qu'à la seule Algérie, nous avons entendu parler de recommandations et d'autres, et de condamnations, et d'enquêtes, et de demandes d'enquête, et de choses. Mais ce régime n'a jamais été inquiété de la plus petite façon. C'est ce qui m'amène forcément à penser que c'est un machin.
Mais vous avez absolument raison. Et vous avez absolument raison. Ce qui met en péril le système de protection des droits de l'homme, c'est justement les États qui refusent de coopérer avec le système onusien des droits de l'homme. Il y a au niveau de l'ONU des États voyous qui refusent de collaborer avec les droits de l'homme. Et ce sont les États, comme vous le savez, qui soutiennent, qui continuent à soutenir, comme l'Algérie par exemple, les crimes qui sont commis en Syrie. L'Algérie est un pays qui est connu non seulement pour son refus de collaborer avec l'ONU en matière des droits de l'homme, elle a été condamnée de nombreuses fois. Toutes les recommandations qui ont été formulées tant par les experts indépendants que par les comités n'ont jamais été mises en œuvre en toute mauvaise foi par le régime algérien. Et évidemment, ce sont ce genre d'États qui font qu'aujourd'hui, les gens en général perdent confiance en ce système international de défense. Rachid Mesri, je vais vous poser quelques questions. Quand vous êtes à Genève et que vous êtes vraiment au fait de ces choses-là, nous allons vous garder un peu plus longtemps que nos autres invités. Mais je vous demanderai de me répondre de façon assez rapide pour pouvoir entamer le plus de points possible. Donc, d'abord, que dit le rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées et celui du rapporteur spécial sur les exécutions sommaires? Écoutez, l'Algérie n'a jamais collaboré avec le groupe de travail sur les disparitions forcées. Il y a aujourd'hui plus de 3000 cas de disparitions forcées devant ce groupe de travail. Sur les 3000 et quelques cas, l'Algérie n'a répondu que sur 9 cas. Des cas qui sont d'ailleurs plus récents que ceux de 90. Donc l'Algérie refuse de collaborer avec cette procédure spéciale. En matière de condamnation à mort, comme vous le savez, beaucoup de personnes ont été condamnées, en particulier dans les années 90, à la peine capitale à la suite de procès totalement inéquitables. Il y a encore aujourd'hui des dizaines de personnes en prison en Algérie qui ont été condamnées sur la seule base de procès-verbal de police qui ont été arrachés sous la torture. Mais les condamnations à mort sont suspendues, elles ne sont pas appliquées. Oui, évidemment, même s'il y a de fait un moratoire, mais ce sont des personnes qui sont toujours officiellement condamnées à mort et qui vivent une situation difficile en isolement dans les prisons. Alors, en février 2014, le gouvernement algérien a officiellement, enfin, invité ce groupe de travail sur les disparitions forcées à se rendre en Algérie. Il a été d'accord. Or, il a dit oui, mais il faut venir au deuxième semestre 2014. Or, on ne l'a pas vu, ce groupe de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est comme si vous invitiez quelqu'un à manger, mais vous ne lui donnez pas la date de l'invitation. L'Algérie a invité le groupe de travail sans préciser. Ensuite, il a tout fait pour que le groupe de travail n'accepte pas les conditions qui ont été fixées par l'Algérie. L'Algérie est l'un des pays qui refuse d'inviter les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. D'ailleurs, tous les pays de la région, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, tous ces pays ont invité les rapporteurs spéciaux, le groupe de travail sur la détention arbitraire, les disparitions forcées. Seule l'Algérie n'a pas invité ses rapporteurs spéciaux. Et comme vous savez, les pays qui ont quelque chose à cacher ou quelque chose à se reprocher, bien évidemment, évitent d'inviter les experts indépendants des Nations Unies. Mais le régime continue de refuser que d'autres rapporteurs spéciaux et le groupe de travail sur la détention arbitraire notamment viennent en Algérie. Il déclare le plus sérieusement du monde que c'est une question de souveraineté nationale. C'est une question de souveraineté nationale, Rachid Mesri? Oui, mais écoutez, même les arguments qui sont aujourd'hui invoqués par les autorités algériennes font rire les experts des Nations Unies. Vous savez, malheureusement, il y a eu une régression effarante du niveau de la diplomatie algérienne au niveau des Nations Unies et d'ailleurs à tous les niveaux.
vous savez, tous ces arguments sont les mêmes arguments qui sont généralement invoqués par des pays comme Cuba, enfin tous les pays qui violent les droits de l'homme, la Chine, etc. C'est des arguments qui sont totalement irrecevables et qui démontrent simplement la mauvaise foi de ce genre d'État. Restez avec nous, Rachid Mesli. Je reviens à Nordin Ahmin. Vous êtes avec nous, Nordin Ahmin. Oui. Alors, tout à l'heure, Nordin Ben Saïd nous disait qu'il ne faut plus exonérer. C'est bien de parler des régimes qui violent les droits de l'homme, les droits humains, mais qu'il ne faut pas exonérer non plus les sociétés pour tout ce qu'elles enfreignent de droits des autres. Je parle notamment, par exemple, pour ne prendre que le cas en Algérie, de tous ces migrants qui sont traités en infra-humains. Des chômeurs, des handicapés qui n'ont quasiment aucun droit. Et je rappelle que les handicapés en Algérie, qui sont très nombreux, je n'ai pas le chiffre exact, d'ailleurs les statistiques sont soigneusement cachées, on parle de millions d'handicapés. Ils perçoivent 4000 dinars d'indemnité. C'est à peu près même pas 30 € par mois. La société, dans tout ça, est-ce qu'elle n'est pas un peu complice de ce qui se commet contre ses propres membres qui sont en situation de faiblesse? Bon, d'abord, je me refuse pour saluer surtout notre ami Rachid Mesli. C'est une occasion formidable qui m'est offerte pour l'entendre. Ça fait vraiment plaisir, ainsi que mon frère et ami Nordin Ben Saïd et l'autre invité. Bon. Voilà, maintenant pour répondre à votre question, M. Djeneldine, à première vue, on peut dire ça, on peut dire que c'est vrai, la société a une part de responsabilité, ça c'est sûr, absolument. Normalement, dans toutes les sociétés, il y a l'élite, il y a, je ne sais pas, des intellectuels, il y a des penseurs, il y a ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à un régime qui affecte totalement la société. De plus en plus, il va vers la fermeture. Il accentue cette fermeture. C'est-à-dire, vous prenez par exemple l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement, l'université algérienne est devenue insignifiante à tout point de vue. L'université des années 60, 70, début des années 80, je dirais, et tout, il y avait une université en Algérie. Et elle avait sa place dans l'arène internationale, dans le domaine par exemple culturel, il y avait une activité culturelle extraordinaire. Au moment où il y avait justement le parti unique et tout, il y avait une activité culturelle extraordinaire sur les plans. Aujourd'hui, on est en train de tout et de réduire à néant tous ces aspects qui peuvent justement donner, faire dégager une certaine élite, une certaine pensée vers justement des droits de l'homme. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a une part il faut faire avec, c'est comme ça, c'est un régime qui veut sa pérennité, qui peut perdurer. Bien sûr, normalement, quand même une certaine élite de la société doit se ressaisir, doit aller de l'avant et de ne pas dire uniquement c'est le régime. Moi, je suis tout à fait d'accord, je suis prêt à aller dans ce sens. Mais malheureusement, il y a justement ce travail de ça. Il y a aussi, en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir utilise des moyens de l'État pour faire endormir la société, diviser la société. Prenez par exemple les organisations des avocats, ils ne jouent pas du tout le rôle pour justement renforcer le rôle de l'avocat qui doit être un pilier dans la justice, qui doit jouer un rôle très important dans la justice. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi et comment? Voilà, tout cela, c'est pour cette raison que je pense vers justement la nature du régime, la nature du régime, une nature dictatoriale, une nature qui veut justement tuer en fin de compte la société, qui veut tuer à force de continuer sur cette lancée, appliquer cette politique. On va vers une catastrophe certainement.
on peut retenir une part de responsabilité, bien sûr, quand on a un certain niveau, quand on se doit de se mobiliser, on se doit de dire que notre pays est étranger, on doit quand même se mobiliser pour faire face d'une manière pacifique et d'utiliser des instruments, justement, parce que finalement, tous ces engagements de l'Algérie, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, c'est un problème de souveraineté. Ce n'est pas vrai. C'est les engagements de l'Algérie. L'Algérie, justement, a ratifié tous les pactes, toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme. C'est des engagements de l'État algérien. L'État algérien, il se doit de les respecter dans toutes leurs dimensions. Et en même temps, je veux dire autre chose, un mot justement sur la nature des droits de l'homme. On entend souvent dire que les droits de l'homme, c'est l'Occident. Restez avec nous, Nordin Ahmin. Nordin Ben Saad, Nordin Ahmin vient de parler de ce régime qui utilise les moyens de l'État pour anesthésier les foules, pour qu'elles ne soient pas au fait de leurs droits. À votre avis, vous, en tant que président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, comment faire pour sensibiliser les gens, la société, sur ces droits, sur ce qu'elles doivent entreprendre, sur cette perception des droits de l'homme comme étant de la dignité, tout simplement, comme l'a dit tout à l'heure Nordin Ahmin? Écoutez, Jamal, pour être franc avec vous, il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est à la société de s'approprier ses droits, à la société de commencer le combat, parce que il est difficile aujourd'hui, dans un contexte de régime, système complètement fermé, un système qui ne veut pas s'ouvrir, de travailler là-dessus. Mais tout ça, on le sait, si jamais. Aujourd'hui, la question que faire, c'est une question d'actualité. Que faire face à cet immobilisme, que faire face à ce sentiment de lassitude dans la société, hein. Il n'y a pas pire que la lassitude. Mais vous savez, tout à l'heure je parlais du discours politique qui a traversé les courants politiques, a traversé les courants, les forces politiques, les forces économiques, les forces sociales et morales. Et en fait, le discours était très simple, c'est de dire c'est une société, c'est un peuple, vous n'avez pas la maturité nécessaire pour les droits de l'homme et pour la démocratie. Et beaucoup de personnes, je suis au regret de le dire, moi je suis sur le terrain, je suis dans les associations, je le vois à l'intérieur de la Ligue des droits de l'homme, beaucoup ont intériorisé ce sentiment, ce dédain, une sorte de racisme contre nous-mêmes. Et ils sont arrivés à se faire croire à eux-mêmes qu'ils sont incapables de relever les défis. Et donc, ils se voient comme un peuple, comme une société qui ne peut vivre que dans un état de soumission. Et elle attend toujours le sauveur, le leader qui va les conduire à une sorte de rédemption. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, il ne faut pas dans cette situation dire que le pouvoir n'a pas fait, etc. Parce que on sait, c'est un pouvoir autoritaire. Et tout à l'heure, pour revenir vous avez posé la question à Sérachid sur le Conseil des droits de l'homme. Vous savez, il y a deux points de vue aujourd'hui. Le Conseil des droits de l'homme, c'est plus aujourd'hui des enjeux, des rapports de force, d'État à État, donnant. Vous savez, je vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a eu des pays qui ont présidé le Conseil des droits de l'homme, qui étaient membres du Conseil des droits de l'homme, qui ont été les premiers violateurs des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, il y a deux points de vue. Une point de vue qui considère que c'est un espace de dialogue, et d'autres qui considèrent que ça obéit plus à des enjeux, à des stratégies étatiques, plus qu'à obéir, qu'à protéger les droits de l'homme. Restez avec nous. Nordin Ben Saad. Cette deuxième hypothèse, et je ne le dis pas par pessimisme, parce que vous savez, aujourd'hui, si jamais, le pessimiste, c'est un optimiste bien informé.
Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Christophe Oberlin, je reviens vers vous. Vous êtes avec nous, Christophe Oberlin. Vous avez une question précise? Parce que je ne sais pas ce qui a été entendu tout à l'heure. La communication n'était pas bonne. Oui, oui. Non, vous a très bien entendu, sauf que vers la fin, il y avait de petites coupures, mais ce n'est pas... On vous a bien suivi, en tout cas. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions et je souhaiterais que vous puissiez me répondre assez rapidement parce que nous arrivons bientôt en fin d'émission. Alors, 2 questions. D'abord, pourquoi en Occident fait-on tellement cas des droits de l'homme alors que ce sont les nations occidentales qui soutiennent les régimes qui violent ces mêmes droits de l'homme dans les pays du Sud, j'entends? Écoutez, je crois que c'est vrai ce que vous dites, et tous ceux qui sont pessimistes ont raison dans les exemples qu'ils donnent, et notamment ceux du terrain, et on en a entendu beaucoup ce soir. Mais je crois qu'il faut garder quand même des lignes directrices. Le droit se construit, et le premier droit, eh bien, c'est la constitution d'un État qui met l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Et à partir du moment où un certain nombre d'États ont décidé d'adhérer au droit et au droit international, il y en a quand même 120 aujourd'hui, eh bien, il faut faire ce que disait un de vos interlocuteurs, obliger ces États à respecter les accords qu'ils ont signés, à appliquer les règles qu'ils se sont engagés à appliquer. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer les associations qui feraient un bon boulot aux États qui ne font rien. Je crois que c'est un petit peu caricatural, c'est un petit peu une affaire de cas par cas. Et moi, en ce qui concerne, vous avez parlé beaucoup de l'Algérie, que je connais un petit peu, d'ailleurs, j'y suis allé une 50aine de fois, mais je connais surtout la question du droit palestinien, si vous voulez. Et là, on est dans une situation invraisemblable où les États se déchargent, où l'État palestinien se décharge sur les associations, alors qu'en réalité, il a adhéré à la Cour pénale internationale au statut et que c'est à lui de porter plainte. Et on est maintenant donc à plus de 2 ans de la guerre de 2014 et l'État palestinien n'a toujours pas porté plainte auprès de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas aux associations palestiniennes de porter des dossiers. Ils peuvent contribuer lors d'un procès à apporter des éléments de preuve, mais actuellement, il y a plus de 450 plaintes individuelles qui sont arrivées sur le dossier de la Cour pénale internationale de Mme Bensouda, et la question c'est de savoir si l'autorité palestinienne va faire pression sur Israël pour qu'une mission d'investigation puisse se rendre sur place. Vous voyez, il y a comme ça des connivences... prendre le pas sur les associations. Il y a comme ça des connivences qui ne se disent pas, comme vous semblez le suggérer. Alors, ma deuxième question concerne la France. La France, pays des droits de l'homme. Éric Zemmour, pour prononcer son nom comme il doit être prononcé, a écrit et déclaré que l'armée française a collaboré avec l'armée israélienne pour se préparer à nettoyer les banlieues françaises. Et curieusement, à ma connaissance du moins, l'armée française n'a pas porté plainte. Comment pouvez-vous expliquer une telle outrance ? Écoutez, je crois qu'on baigne dans la honte dans notre pays. Nous ne sommes pas les seuls, mais en ce qui nous concerne, ça nous tombe dessus. Effectivement, ce que vous dites est absolument inimaginable et pourtant ça a existé. J'ai longuement conversé avec un de mes amis en Palestine ces jours-ci à propos des élections palestiniennes. Il m'a donné la position des dirigeants de Gaza qui était celle de faire des élections, d'ouvrir leurs portes aux observateurs internationaux, de jouer, ils l'ont toujours fait, le respect de la démocratie, de respecter les résultats des élections. Et à la fin de cette discussion, mon interlocuteur m'a posé la question, Christophe, est-ce qu'il est moral que des policiers demandent à une femme de se déshabiller sur une plage? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes la honte du monde entier, mais ce n'est pas parce que nous sommes dans un tel marasme qu'il ne faut pas se battre. Effectivement, il faut se battre contre les Zemmour, il faut se battre contre l'islamophobie d'État, il faut se battre. Mais pourquoi l'armée française n'a pas porté plainte contre une telle accusation aussi, j'allais dire, inimaginable, invraisemblable, complètement folle? L'armée, en principe, n'a pas de position à prendre publique. Non, mais elle a été accusée d'avoir collaboré avec l'État d'Israël pour nettoyer les banlieues françaises des Français qui y vivent. Parce que ceux qui y vivent, qu'ils soient d'origine maghrébine ou non, sont français. Non, écoutez,
là encore, je suis naïf, je crois au droit, je connais assez bien des gens qui travaillent quotidiennement dans le droit des étrangers, et lorsque l'OFPRA, par exemple, prend une décision totalement injuste, eh bien, ça peut être redressé. Si c'est pas redressé à la Cour nationale du droit d'asile, ça va à la Cour européenne des droits de l'homme, et la France est condamnée régulièrement, tous les ans, au niveau européen pour des injustices. Donc je crois que nous avons besoin de plus et d'en plus de droits, et un peu de droit supraétatique est quelque chose d'important si on veut pouvoir se regarder dans la glace le soir. Merci. Christophe Oberlin. Rachid Mesli, en moins de 2 minutes, un commentaire de fin. Rachid Mesli. De questions précises, je voulais seulement rappeler que effectivement le Conseil des droits de l'homme, c'est une institution qui est composée d'États, qui est politisée, où il y a souvent le 2 poids 2 mesures en fonction de qui viole quel droit. Mais il a quand même, comme je vous l'ai dit, le mérite d'exister grâce notamment au fait qu'il a nommé de nombreux experts indépendants qui sont souvent des personnalités remarquables et qui croient à ce qu'ils font. Bon, mais évidemment, pour revenir également à la question de la situation en Algérie, et notamment celle de la capacité des citoyens à se mobiliser, bien évidemment, là encore, il ne faut pas leur jeter la pierre. Les Algériens, il faut toujours tenir compte de la situation générale dans un pays, de la situation politique. Si vous vous souvenez, en 1989, nous avions beaucoup d'espoir à ce moment-là pour justement une amélioration de la situation des droits de l'homme. C'est d'ailleurs en 1989, après la Constitution de 89, que l'Algérie a ratifié la Convention contre la torture, le Pacte international sur les droits civils et politiques. Il y avait à ce moment-là beaucoup d'espoir. L'Algérie commençait à devenir un État respectable au niveau des Nations Unies. C'était un pays qui commençait à devenir un exemple. Et bien évidemment, le coup d'État militaire et la dictature qui a suivi a mis un terme à tous nos espoirs. Mais il faut tout de même rester optimiste et se dire que demain, si les conditions politiques s'améliorent, il est certain que les citoyens, de nouveau, s'engageront pour les droits de l'homme, pour revendiquer leurs droits et pour faire respecter leurs droits également. Merci, Maître Rachid Mesli. Merci, Maître Nordine Ahmin. Merci, Maître Nordine Benissad. Merci, Monsieur le Professeur Christophe Oberlin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair b'slama.